Éric Groven, bonjour. Bonjour. Président de Sogeprom, filiale de la Société Générale, vous êtes directeur immobilier des réseaux France. Vous couvrez en fait l'ensemble des secteurs de l'immobilier et vous présentez cette semaine une innovation, c'est la ville E+, une nouvelle façon de concevoir la ville de demain à partir de jeux. Mais tout d'abord, alors vous qui êtes au carrefour à la fois des opérations de financement, de la gestion de patrimoine, vous qui couvrez tous ces secteurs de l'immobilier, comment percevez-vous le marché immobilier résidentiel ? Alors en France aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le marché immobilier résidentiel se porte bien. Il se porte très bien à Paris et en région parisienne, mais Paris n'est pas la France. Les 10 principales métropoles françaises voient leur prix dans l'ancien continuer de progresser, mais les 50 premières métropoles françaises ont des prix qui sont relativement stables, alors que les prix ont tendance à baisser en monde rural. Donc globalement un marché dynamique, en particulier dans les grandes métropoles. Alors, pas de signe pour l'instant, en tout cas de ralentissement. On sait que ces marchés de l'immobilier, en fait, sont soutenus par des taux d'intérêt qui sont historiquement bas et qui permettent d'emprunter sur de longues durées. Selon vous, quelles sont les raisons objectives d'une possible remontée des taux d'intérêt qui pourrait, là, pour le coup, bouleverser le marché ? Alors, le signal de la remontée des taux d'intérêt, si jamais le signal arrive, il proviendra de la Banque centrale européenne et de la Fed, puisque ce sont les taux directeurs des institutions monétaires de ces deux parties du monde qui déterminent en fait par irrigation la chaîne et la façon dont les taux d'intérêt se trouvent finalement pour nous simples particuliers. Aujourd'hui, il n'y a pas de prémisse d'augmentation des taux parce que, à l'inverse, après la période boursière très difficile du quatrième trimestre 2018, tant la Fed que la BCE ont annoncé une politique monétaire accommodante et donc un maintien de taux d'intérêt durablement bas. Donc selon vous, alors on ne va pas faire le petit jeu des pronostics, mais selon vous, les taux d'intérêt vont rester, on va dire, sous la barre, le seuil psychologique des 2%, toute durée confondue, jusqu'à l'été 2020 ? Qu'en pensez-vous ? Oui, à minima l'été 2020. Quand on pense que l'État français et que l'État allemand s'endettent à 10 ans, aujourd'hui presque à 0%, avant qu'on remonte à 2%, il y aura du chemin à parcourir. Donc on pourrait voir à l'été prochain, non pas 2019 mais 2020, une amorce de taux d'intérêt, mais sauf cataclysme économique mondial ou des tensions géopolitiques particulières, je pense que la remontée des taux sera graduelle dans le temps et ne devrait pas affecter largement le marché de l'immobilier, en tout cas en France et dans le résidentiel. C'est ce qui est pour l'instant donc évidemment une bonne nouvelle. Excellente. Parallèlement, est-ce que les banques vont durcir les conditions d'octroi des crédits en fonction des profils ? En France, le mécanisme d'octroi des crédits immobiliers aux particuliers est un système sain, puisqu'on demande un apport personnel et puis on regarde la capacité de remboursement des ménages par rapport à ce qu'ils gagnent. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de durcir les conditions d'octroi de crédit et c'est plutôt presque l'inverse que l'on constate, puisque la compétition entre les banques est très forte et que la production n'a jamais été aussi élevée. Autrement dit, aujourd'hui en France, quand on a un bon dossier, on n'a pas de difficulté à se financer très peu cher. Le gouvernement a mis en place, depuis le début de l'année, la nouvelle loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Parmi les nouvelles entrées, nouvelles applications, il y a notamment les rapports locatifs et l'encadrement des loyers. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose, cet encadrement des loyers qui peut revenir à Paris ? Alors, il paraît qu'il pourrait revenir à Paris. C'est en tout cas le Conseil de Paris l'a voté à l'automne dernier. Toulouse envisage également de le faire. Je voudrais d'abord dire que la loi Élan, dans son principe, est une bonne loi. C'est la première fois que la politique du logement fait l'objet d'une telle attention. Malheureusement, tous les décrets d'application ne sont pas encore sortis. Il y a certains points de la loi qui restent obscurs. Et puis en ce qui concerne l'encadrement des loyers, je voudrais vous faire partager ma conviction. Je crois que c'est l'exemple parfait de la fausse bonne idée. C'est la mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, c'est comment faire en sorte que plus de Français se logent à moins cher ou à pas trop cher. Mais si on encadre les loyers, l'encadrement des loyers va se retourner contre les locataires eux-mêmes puisque les propriétaires, face à des loyers encadrés, auront tendance à retirer des biens de la location ou bien à moins les entretenir ou bien à se tourner vers des solutions de location meublée précaires qui seront de durée beaucoup plus courte.
Et je vous rappelle un point important de la loi, c'est qu'un complément de loyer peut être également envisagé pour des caractéristiques spécifiques du logement. Ça ouvre la voie à tous les arrangements possibles et à tous les abus possibles. Donc, je crois vraiment que dans cette politique du logement, permettre à un maximum de Français de se loger, c'est vraiment une bonne idée. L'encadrement des loyers me semble une mauvaise idée. Ce qu'il faut en France, c'est construire plus de logements neufs et les construire à moins cher. C'est ça le vrai enjeu de la politique du logement en France aujourd'hui. Et dans cette loi Elan, il y a beaucoup de volets pour faciliter l'acte de construire. Vous pensez, notamment on a eu là les chiffres récemment du ministère de la Cohésion des Territoires, que ce soit les mises en chantier ou les permis de construire sont en baisse, en recul, ça c'est quelque chose qui vous inquiète et notamment aussi l'importance du foncier pour l'immobilier, pour le logement? Alors, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est l'augmentation des prix du foncier, et notamment en Île-de-France. Et puis une chose qui ne m'inquiète pas, c'est la baisse ponctuelle des permis de construire et des mises en chantier, parce que nous sommes dans une période électorale ou préélectorale des municipales. Sur les prix du foncier, nous sommes dans une dérive dangereuse. Les pouvoirs publics pourraient intervenir, devraient intervenir pour le réguler. Vous avez deux exemples qui sont vraiment très emblématiques de ce que l'on peut faire de raisonnable. Plaine Commune a par exemple signé une charte avec 40 promoteurs et 8 communes de Seine-Saint-Denis pour encadrer les prix de l'immobilier neuf dans ces zones-là. De la même façon, Nicolas Ferrand chez Solideo a encadré la charge foncière de ce que seraient les terrains sur le village olympique. À partir du moment où on ne le fait pas, alors les promoteurs se livrent une guerre des prix pour remporter des projets alors que le foncier est rare, ce qui, in fine, se répercute sur la personne qui achète l'appartement en bout de chaîne. Et un jour, on produira trop cher en région parisienne, et si les taux d'intérêt remontent, alors on n'aura plus d'acquéreurs pour nos appartements ou nos maisons. Ça, c'est pour le prix du foncier, et je pense que nous avons véritablement quelque chose à faire en cette manière. En ce qui concerne la baisse des permis de construire et des mises en chantier, je voudrais simplement dire que les maires respectent l'adage « maire bâtisseur, maire battu ». Oui. Quand on fait des travaux dans une ville, il y a des embouteillages, il y a des nuisances, et en période électorale, les maires n'aiment pas ça, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles il y a une baisse, je pense, ponctuelle des permis de construire et des mises en chantier, mais dans le cadre du Grand Paris notamment, tout ça repartira après les élections de façon très tranquille. Alors justement, à propos de construction, alors vous lancez la ville E+. Qu'est-ce que c'est donc une ville agile, durable, une vision partagée par les citoyens de la ville de demain, la ville E+? Alors la ville E+, c'est une idée que nous avons eue dans le cadre du programme entrepreneurial de la Société Générale où on a essayé de trouver des idées innovantes et disruptives et de permettre à nos startups de se développer avec la puissance de feu de la banque. Et en matière immobilière, nous sommes arrivés à la conclusion que l'on ne construirait plus la ville de demain comme on la construisait hier. Demain, on construira une ville sur les usages, on construira une ville en concertation avec les habitants, et puis on ne construira pas simplement des immeubles juxtaposés, mais de véritables quartiers connectés. Et ça nécessite, pour y réussir, de fédérer des expertises qui avant travaillaient en silo ou travaillaient séparément. Ce sont des urbanistes, des paysagistes, des sociologues, des gens de la gestion de la mobilité, des déchets, de l'énergie. La Ville E+, rassemble ses talents et offre à ses clients un conseil stratégique urbain pour construire la ville de demain de façon différente. Et le Grand Paris est un laboratoire magnifique puisque de nouveaux quartiers sont offerts aux promoteurs et aux aménageurs et nous pouvons tester en vraie grandeur ce que sera la ville de demain. Et cette ville E+, donc concrètement aussi, les habitants, les citoyens se retrouvent autour de maquettes comme des Lego pour construire cette ville de demain? Oui, c'est ça le côté disruptif. C'est-à-dire qu'en fait, pour matérialiser ce que sera la ville, nous faisons des cartes qui représentent des quartiers existants et nous figurons sous forme de Lego les différents bâtiments et les infrastructures. Et puis on demande aux gens de créer la ville idéale, celle qu'ils voudraient voir. Et puis on leur dit, mais attention, impact environnemental, impact sur la mobilité, impact sur l'énergie, impact sur les transports. Et on se rend compte, quand on fait une analyse par l'impact, combien il est compliqué
de construire la ville de demain si on veut la rendre inclusive, durable et puis aussi connectée. Et donc, toute l'intelligence de la Ville Plus, qui se lit sur www.villeagildurable.com, qui est le site sur lequel on peut le voir, eh bien, c'est cette volonté d'associer ses compétences et de s'appuyer sur un jeu pour démontrer de façon pédagogique comment construire une ville, c'est compliqué. Et quelles villes ont été retenues justement pour cette ville Alors, plus? Nous avons plusieurs projets. Nous avons par exemple examiné comment sur la ville d'Évreux on pourrait faire un plan transport. Il y a d'autres villes aujourd'hui qui travaillent avec nous. Souvent, ce ne sont pas des villes complètes, mais des quartiers de villes, soit qui sont à réhabiliter complètement, soit qui sont ouverts parce qu'un large terrain s'est offert à nos propositions. Donc, cette start-up a encore peu de clients, mais elle se développe rapidement et je suis très optimiste parce que c'est la façon de construire la ville de demain qui est en train de s'écrire sous nos pas. Éric Groven, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.